Mesdames et messieurs, bonjour, merci de rester sur leur thème. Bienvenue à Actu Hebdo de ce dimanche 15 janvier 2023 sur le plateau de l'émission. Deux invités pour parler de deux sujets. Nous avons monsieur Ibrahima Dioné, il est le deuxième adjoint au maire du district de Bamako. Bonjour monsieur Dioné. Bonjour monsieur Diomolé. Également sur le plateau monsieur Kalilou Dama, coordinateur de Yes Inc. Mali. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue. Bonjour et bonne année. Alors, 2 semaines déjà dans le mois de janvier. Absolument. Premier mois de la nouvelle année. Nous avons jusqu'au 31 janvier pour souhaiter les meilleurs vœux. Absolument. Bonne année à vous. Merci beaucoup. Alors, rapidement, vos souhaits pour l'année 2023 au niveau de la mairie du district de Bamako. Vos ambitions pour la capitale. Merci monsieur Diomolé. C'est une occasion pour la mairie du district aujourd'hui de partager avec tous les acteurs. Vos vœux. Oui. Qu'est-ce que vous voulez? Nous voulons une capitale qui bon vivre et qui fait bon vivre et assainie. Voilà. Débarrasser des déchets, solides et liquides. Où il y a la sécurité. Nous pensons que d'ici le 31 décembre 2023, l'insalubrité de Bamako ne sera qu'un vieux souvenir. Ah bon? Oui. Mais vous avez encore 11 mois et 15 jours pour le réussir. C'est ça notre objectif. D'accord. Ouais. Alors, vos vœux? Des femmes et des jeunes encore plus autonomes. Plus autonomes? Oui. Et sur quel plan? Sur le plan financier. Oui. D'accord. Ouais. Et souveraineté alimentaire aussi? Alors, en fait, la souveraineté alimentaire est quand même le challenge, le master challenge même de notre programme. Oui, parce que vous avez quelque chose dans le pipe, vous dites on va donner le kilo de riz à 100 francs à tous les manières. Absolument. Ok, merci d'être venu une fois encore. Bienvenue. Et premier sujet, on va regarder tout à l'heure, la décharge de Numumbourou, qui était dans un état très préoccupant il y a de cela quelques semaines. On connaît quelques améliorations. En tout cas, les images le disent ici. On espère que ça va continuer. Et cela avec l'implication des autorités, notamment la mairie du district de Bamako. Le constat est presque satisfaisant, même s'il y a, comme on va les constater sur les images, de la fumée qui dégage de la cellule et dérange énormément la population de Numumbourou. Alors, comment trouver une solution définitive? Est-ce qu'on va continuer à déplacer le problème d'un site à un autre? Monsieur Dioné est justement sur le plateau pour nous éclairer la lanterne. Une fois encore, bienvenue à vous, monsieur Dioné. D'abord, Bamako, quel est le volume des déchets solides que la capitale génère par an? C'est combien? On ne va pas parler des déchets liquides. On n'a même pas d'évaluation pour ce côté-là. Merci bien, M. Diomolé. C'est 2000 tonnes d'ordures par jour. 2000 tonnes d'ordures par jour, oui, générées par les populations à travers les différentes activités. Oui. Et est-ce que vous connaissez la nature de ces déchets? Bon, les déchets ménagers. Bon, malheureusement, ce qui est regrettable, le constat est là. Nos déchets, la plupart de nos déchets sont des déchets plastiques. Ah, plastique. Et c'est ce qui est regrettable. Parce qu'il y a une loi qui interdit le plastique, mais qui n'est pas appliquée. D'accord. Voilà. Mais le plastique, c'est une infime partie, hein? Oui, mais vous constatez également avec nous... C'est vrai que c'est envahissant. Oui. Mais il n'y a pas que. Hein. Il n'y a pas que ça. Il y a les déchets industriels, il y a la plupart de nos goudrons, vous constatez, c'est de la poussière. Oui. Okay. Donc, quand vous transportez les déchets, la plupart de nos déchets, c'est la poussière, les plastiques. Et qu'est-ce qu'on en fait? Bon, aujourd'hui, il n'y a pas malheureusement, aujourd'hui, nous n'avons pas encore des usines de transformation. Nous ne faisons qu'évacuer les déchets. D'accord. Alors, monsieur Dama, citoyen de la capitale malienne, et comment voyez-vous cette situation? Alors, cette situation est très criarde, notamment en ce qui concerne les ordures ménagères. Oui. Alors, par rapport à cela, donc, la préoccupation est d'autant pertinente que les ordures ménagères ont failli même faire évacuer une école du côté de Missira. Vous habitez où, vous?
Vous habitez où? Nous sommes à Korofina Nord par rapport à notre siège. D'accord. Et par rapport à l'habitat, je loge à Kabbalah. D'accord, Kabbalah. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous faites chez vous en famille Alors, concernant la gestion des déchets? chez nous, en famille, nous avons moins de déchets, très peu de déchets. Parce qu'en fait, ce qui est considéré comme déchet, en fait, n'est pas déchet. C'est du capital que nous sommes en train de jeter par la fenêtre et donner des soucis aux autorités et à la mairie en termes de déchets. D'accord. Alors, nous sommes dans le cadre de notre programme d'incubation des jeunes et des femmes. Lorsque vous faites la collecte des ordures chez vous, à la maison, vous en produisez quand même, vous en générez quand même. Qu'est-ce que vous en faites? Alors, ce que nous en faisons, nous faisons un tri. Les feuilles mortes sont mises à part, les caoutchoucs, les plastiques sont mis à part. C'est vrai, comme alors, ça. Finalement, nous avons seulement des débris métalliques et autres là, qui constituent des ordures parce que, en fait, les restes de la poussière du sol, alors que nous mettons dans la rue, parce que la rue a besoin d'être aplanie pour éviter à nos véhicules et à nos enfants d'avoir des soucis. Et après ce tri-là, vous le gardez à la maison? Alors, ce que nous gardons à la maison, les feuilles mortes sont transformées en compost par rapport à nos potagers. Ah bon? Voilà, c'est ça. Alors, les plastiques le sont reconditionnés, lavés proprement et vendus, moyennant ressources. Donc, chez vous, c'est déchets zéro que déchets vous appelez? Zéro, c'est nous, sauf ce qui est métallique. Et à ce niveau, nous sommes en train de chercher comment les réutiliser. Parce que ce n'est pas facile comme par rapport au plastique et autres. Quand vous dites nous, vous parlez d'une association ou de votre famille? Alors, nous voulons savoir... Oui. Connaître l'exemple de votre famille à vous. C'est comme ça que vous procédez. C'est comme ça que nous avons procédé dans nos familles et l'étendre au niveau, l'élargir au niveau de toute la communauté. D'accord. Voilà. Ok. Monsieur Dioné, qui a la charge de la gestion des déchets à Bamako? C'est qui le responsable? C'est la collectivité. C'est un domaine, une compétence absolument transférée aux collectivités par l'État. D'accord. Donc ça veut dire que c'est notre affaire à nous. Mairie du district de Bamako, oui. Avec les différents maires. Avec les différents maires. Oui. D'accord. Vous le faites comment? Dans quel processus? Comme vous le savez, c'est un domaine qui est transféré aux collectivités. Et à Bamako, ici, dans le district, il y a 6 maires. Et c'est des acteurs de la chaîne. Donc, il y a une stratégie de gestion des déchets solide a été adoptée à Bamako depuis 2003. Et c'est cette stratégie jusqu'à ce jour qui est en cours. C'est laquelle? Qu'est-ce qu'elle dit, cette stratégie? Cette stratégie avait pour but de doter la ville de Bamako d'infrastructures d'assainissement. Et quelles sont ces infrastructures? Quelles seraient ces infrastructures? Il s'agissait de doter la ville du dépôt de transit. C'est-à-dire, il fallait identifier des endroits officiels pour lutter contre les dépôts sauvages. Donc, que les UU, qui sont des groupements d'intérêt économique, qui seraient les acteurs, les partenaires des maires dans les communes, et c'est eux qui devaient enlever les ordures des ménages vers ces dépôts de transit. Et ensuite, après ces dépôts de transit, il fallait alors des dépôts des décharges finales. C'est-à-dire une à la rive droite et une à la rive gauche. D'accord. Pour les décharges finales. Pour les décharges finales. D'accord. La décharge finale de la rive droite, on avait indiqué un endroit? Oui, c'est Galagrobou. C'est-à-dire l'espace existe jusqu'à présent. L'espace est là? L'espace est là, mais dédié à cela? Mais qui n'est pas encore aménagé. Pas aménagé. Depuis combien de temps? Je vous dis, ça c'est depuis 2000... Comme je vous l'ai dit, c'est depuis 2003 qu'elle a 2003. D'accord, ok. Bon, ensuite, il y a la décharge de la rive gauche, qui est Numbu. Et celle-là, elle a été la clôture de 51 hectares. Cette clôture a été faite depuis 2005. D'accord. Et c'est 2015 que l'ouvrage a été réceptionné par l'État. Qui a été faite par une société chinoise. D'accord. Voilà. Alors, vous pensez que c'était la meilleure solution? Parce qu'un jour, la décharge de Numbu aussi va déborder parce qu'il n'y a pas de transformation. Oui, mais ce n'était pas dans la stratégie. Il fallait... C'est un espace de 51 hectares, comme je vous l'ai dit. Il y a suffisamment d'espace. Oui. Il fallait construire d'abord une première cellule qui avait sa capacité, et ensuite une deuxième cellule devait suivre, une troisième cellule devait suivre. D'accord.
Mais malheureusement, rien de cela n'a été respecté. D'accord. Alors, si on comprend, on va simplifier. Voilà. La gestion implique des GUE Voilà. qui sont des partenaires de la mairie Voilà. ou des mairies. Voilà. Et ils devaient être collectés auprès des ménages, Ouais. les ordures, moyennant quelque chose, il y a un contrat entre eux. Voilà. Ensuite, ils vont dans les décharges de dépôts de transit et la mairie est chargée de l'enlèvement de ces ordures pour les décharges finales. Ça ne se passe pas comme ça. Où est-ce que ça coince? Qu'est-ce qui ne va pas? Voilà par où ça coince. Vous savez, on devait construire, comme vous l'avez dit, les dépôts de transit. D'accord. Le financement n'a pas été trouvé pour construire les dépôts de transit. Et c'est pourquoi ces dépôts, dans les communes, on n'a pas suffisamment de dépôts de transit. Mais c'est un peu paradoxal. Vous dites que vous êtes le premier responsable. On vous a transféré la gestion de la question des déchets. On n'a pas également transféré les moyens? Justement, c'est l'État, comme je vous l'ai dit, nous sommes une chaîne. Ouais. Et chacun doit jouer sa partition. L'État, les communes, le district. D'accord. Chacun a son rôle. Donc vous sortez la stratégie ou les stratégies, Voilà. l'État finance. L'État devait donner les moyens financer les décharges. D'accord. C'est les dépôts de transit et la décharge, les décharges finales. Et ensuite les mettre à la disposition des collectivités pour l'exploitation. D'accord. Mais malheureusement, cela n'a pas été fait. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Depuis, cette situation est là et les différents responsables de l'État qui se sont succédés Depuis 2003. depuis 2003, chacun a tenté de corriger, en tout cas d'intervenir pour, en tout cas, par rapport à la stratégie. Parce que la stratégie n'a pas changé. D'accord. Et c'est ainsi que, tour à tour, chacun est venu avec son savoir-faire pour faire et exécuter la stratégie. Mais malheureusement, jusqu'à ce jour, ça n'a pas marché jusqu'aux autorités de la transition aujourd'hui. Ok. Avec lesquelles nous sommes en train de vouloir prendre les taureaux par les cornes. Alors, le problème, Voilà. c'est la question de la collecte ou la question de la décharge finale ou décharge de transit. Il y a le tout. La chaîne, il y a les maillons. Quand un maillon de la chaîne, ça ne marche pas. Ça affecte toute la chaîne. Et malheureusement, nous vivons cette situation qu'il va falloir rapidement corriger. Mais dans cette situation, on avait vu également un partenaire dans le décor, Ozone. Oui, Ozone, c'était une tentative de l'État, des cas pour corriger. Mais malheureusement encore, les infrastructures n'étant pas opérationnelles sur place, c'était bonjour les problèmes. Alors, c'est Ozone qui n'a pas été à la hauteur ou c'est les moyens qui devaient être mis à la disposition d'Ozone qui n'ont pas Moi, je existé? pense que ce n'est pas la peine de chercher à faire le procès de qui que ce soit. Les Maliens veulent savoir pourquoi on a mené... Le constat est là, il y a, mais la stratégie n'a pas pu être mise en œuvre. Et c'est un constat d'échec. Et on va se contenter de cela. Non, c'est un constat d'échec. Si on doit entrer dans ça tout de suite, ça va nous prendre toute une journée. Oui. Bon, donc nous pensons qu'il faut rapidement avancer et chercher à sortir les Bamakois de cette situation. D'accord, c'est ça le souhait des Bamakois. Parce que ça ne fait pas honneur à nous les acteurs. Bamako est sale et même tas sale. Et aujourd'hui, avec les autorités de la transition, moi je préfère qu'on en parle parce que nous sommes de plus en plus en train de sortir et voir le bout du tunnel. Avec ces autorités de transition qui nous ont vraiment surpris avec leur engagement, surtout notre ministre de tutelle. Alors, voir le bout du tunnel, c'est une très bonne nouvelle. Voilà. On a dit que l'endroit était dans un état préoccupant, mais il connaît maintenant certaines améliorations, ou bien une nette amélioration, on l'a dit. C'est quoi cette amélioration? Voilà, et pourquoi on en est en arrivé là? Il faut le saluer, la volonté politique des plus hautes autorités de la transition d'aujourd'hui, qui nous ont approchés, qui nous ont organisés, et ils ont mis en place un comité ministériel, interministériel, de 3 à 4 ministres, autour du ministre d'État, le colonel Maïga, avec la mairie du district, les communes, les maires des communes, et l'ANCT qui est son bras financier. Donc, autour du colonel Maïga, nous avons identifié ensemble tous les problèmes de la chaîne. Et voilà pourquoi il a voulu voir de lui-même la décharge finale. Quelle est la solution? Parce que les Bamakois veulent une solution définitive. Oui, monsieur le maire. Tout le monde connaît la vérité. Voilà, on a vu, par exemple, vous avez dit que ça connaît
une nette amélioration. Oui. Pour combien de temps? Mais c'est pourquoi je vous On a ai dit... vu par exemple le Kilimandjaro là-bas à la Fabougou, on est venu, on a nettoyé, on a aménagé. Vous revenez aujourd'hui, c'est pire qu'avant. Alors, vous voyez un peu comment la zone universitaire qui cohabite avec... On va s'en sortir. Oui. Quelle solution? La solution est là. Il y a un plan de relance de la voirie de Bamako qui est initié par les plus hautes autorités aujourd'hui. Un plan de relance, la voirie. C'est-à-dire, les autorités disent qu'il s'agit d'affronter ces problèmes-là par nos propres moyens au lieu de se référer à l'étranger ou bien à X ou Y. Ouais, parce de compter sur nos propres moyens. Mais nos propres moyens n'avaient rien donné. Non, il y avait les GIE, il y avait... Je dis, ça dépend de la volonté politique de l'État en présence. Aujourd'hui, et avec le bras, comme je vous dis, le financier du ministre, qui est l'ANCT, aujourd'hui, ils nous ont donné en si peu de temps 7 camions. D'accord. 7 camions et 2 chargeurs. D'accord. Aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'il y a un léger mieux. Donc ensuite, il y a d'autres financements, d'autres équipements qui sont en cours d'achat. Et donc c'est pourquoi je dis, nous commençons à voir le bout du tunnel. Et ensuite, il y a des décharges. Et des décharges de transit, des dépôts de transit dans les communes qui sont en train d'être identifiés pour un financement. Et ils ont promis les financements dans les tout prochains jours. Et nous étions en réunion. Le maire du district a rencontré le vendredi, je crois, le vendredi dernier, seulement le ministre des Finances, autour de la question. Et dans les tout prochains, c'est pourquoi j'ai dit, d'ici 2031 et 2023, ça, ce serait un petit souvenir. Nous y croyons. Parce que, compte tenu de l'engagement et des actes concrets que le ministre est en train de poser, nous ne pouvons qu'être optimistes, parce que ceux-là qui l'ont précédé, s'ils avaient posé les mêmes actes, on n'en serait pas là aujourd'hui. Parce que c'est l'État qui était chargé de mettre à notre disposition ces infrastructures-là. Et aujourd'hui, les autorités de la transition aujourd'hui sont en train de le prouver. Ils sont en train de poser des actes majeurs dans ce sens-là. Oui. Et c'est pourquoi nous Et vous pensez que l'État peut prendre en charge? Nous avons confiance et nous pensons qu'ils ont déjà pris le taureau par les cornes. Et c'est lui-même, tous les mercredis, on est ensemble dans son département avec tout le monde. Il a pu mobiliser les différents acteurs autour de lui. Et aujourd'hui, il a lancé un appel à toutes les bonnes volontés de la ville pour venir au secours des plus hautes autorités et des collectivités face à cette insalubrité qui est choquante et qui est insupportable par les plus hautes autorités. Alors, voilà. Et nous savons également qu'il y a autour de vous beaucoup de... Il y a des initiatives privées qui vous sollicitent. Hein, oui. Hein, oui. Et qu'il y en a qui viennent également avec de gros moyens pour la gestion des déchets, non seulement solides, liquides, mais il y a d'autres déchets aussi, biomédicaux, hein, qui sont très dangereux. Il n'y a pas de tri, tout est mélangé comme ça. Malheureusement, mais qu'est-ce que vous faites de ces différents... On est obligé d'aller... ces différentes propositions des partenaires privés? Il faut un peu de patience, on va aller par étapes. La ville, l'insalubrité a atteint un certain niveau tel qu'il faut prioriser les actions. Parce que le problème, il est très complexe. Il va falloir ne plus se contenter seulement des évacuations. Mais ce qui urge aujourd'hui, c'est les évacuations. Maintenant, il y a la transformation, les tri, et beaucoup de choses. Et donc, c'est pourquoi nous disons qu'il va falloir... Ça fait des années que des privés frappent à votre porte. Oui, il y a des privés... Il y en a beaucoup. Oui, les privés ont frappé à nos portes, mais le problème a été quoi? Le problème de garantie et le problème d'espace. Parce que quand vous venez, il faut de l'espace. C'est l'État qui doit garantir l'espace. C'est pourquoi je dis, c'est un problème de volonté politique. Le premier acteur, c'est l'État. S'il n'y a pas la volonté politique au niveau de l'État, les collectivités ne peuvent rien faire d'elles-mêmes. Et malheureusement, heureusement aujourd'hui, nous sommes en train de vivre cette volonté politique. Okay. Alors, entre-temps, on a trouvé des camions, on va débarrasser la zone universitaire de cette montagne, de cette d'ordures. Nous y croyons, et ça va aller très vite. Nous voulons des assurances. Vous avez dit qu'avant le 31 décembre 2023, tout sera fait. Cette zone est concernée. Elle est concernée. Parce que la commune Saint-Lucie est devenue le dépotoir. Et Klimanière est concernée. C'est concerné. Les ordures vont être dégagées. Ça va être dégagé. Ça va être dégagé. Et n'en doutez pas. Numumbougou également, il y a des dispositions qui sont en train d'être prises pour également revoir
la décharge de Numumbu à hauteur de Soin. Mais c'est une zone habitée. Non. Il y a la décharge 51 hectares. Et quand on la mettait en place, il n'y avait pas de ces quartiers et ces constructions tout autour. Oui. Non, Donc ce sont les constructions qui doivent partir ou c'est la décharge qui doit partir? Non, c'est la décharge bien améliorée et qui va demeurer. La population n'en souffrira pas. C'est parce que la décharge n'a pas été bien aménagée qu'il y a eu des nuisances. Bien aménagée, il n'y aura pas de nuisances. D'accord. Voilà. Ok. Alors, vous êtes satisfait, convaincu ou je suis vous restez dubitatif sur ce que M. le maire a dit? Je suis d'autant plus rassuré et encore plus conforté parce que tout ce qu'on est en train d'appeler problème, en fait, est une opportunité, notamment par rapport à notre initiative 1 kg de riz à 100 francs CFA avant 2030. Parce qu'il s'agit de faire en sorte que les maisons produisent plutôt de l'engrais que des ordures. Et c'est là que nous évoquons la dimension expertise. Faire en sorte qu'il y ait moins d'ordures qui sortent des maisons et que les maisons soient transformées en usines d'engrais, telles que nous sommes en train de l'implémenter déjà avec 500 femmes mises à notre disposition par le ministère de la promotion de l'enfant et de la famille. Et toutes ces femmes aujourd'hui sont formées, sensibilisées et techniquement dotées pour que cela soit une réalité. Donc, en fait, elles seront les relais. On parlera de votre sujet après. Voilà, d'accord. Voilà, ok. Merci. Alors, monsieur le maire, il n'y a pas que les déchets solides. Bamako, il y a les déchets liquides. C'est le même problème. Oui. Bon, pour le moment, nous sommes en train de nous attaquer aux déchets solides. Mais on n'a pas oublié... Entre-temps, la gestion des déchets liquides va prendre de l'ampleur. On va se confronter et effectivement, il y a des dispositions qui sont en train d'être prises à ce niveau. Lesquelles? Et je pense que je préfère qu'on en fasse un autre débat. Parce que pour nous, la priorité, c'est tout de suite les déchets solides. Et il y a des dispositions très importantes et intéressantes qui sont en train d'être prises par les mêmes plus hautes autorités par rapport aux déchets liquides. C'est-à-dire qu'il faut des stations d'épuration. Malheureusement, encore, Bamako n'a pas ces stations d'épuration. Et ensuite, la question d'égout. Vous voyez, Bamako, on est encore au niveau des spiros. Et quand vous construisez une maison, vous faites des fosses septiques. Ouais. Bon, nous n'avons pas une ville comme Bamako, on n'est pas encore dans le système de dégout. Donc, tout ça, c'est des choses qu'il faut voir. Oui, mais le parc de camions hydrocureurs là, est suffisamment fourni pour répondre aux besoins de la population. Le problème, c'est où aller mettre également. Justement, il faudrait qu'on en sorte, comme pour les déchets solides. Mais en attendant, on peut mener une gestion efficace. Parce qu'il faut une station, il faut là où amener les déchets liquides. Et aujourd'hui, l'espace qui est là dans la zone pratiquement aéroportière, c'est là-bas qu'on amène les déchets liquides. Là-bas, ce n'est pas agréable à voir. Donc c'est pourquoi je dis, il vaut mieux qu'on fasse l'économie de ça aujourd'hui, et pour qu'on revienne sur le même, si vous voulez bien, ici, sur la même question. Déchets solides. Voilà, déchets liquides cette fois-ci. Okay. Ce seraient les déchets liquides. D'accord. Voilà. Alors, déchets solides, parce que nous avons que les deux décharges finales, Kouline de Badlabou et Numumbu. Non, il n'y a pas de décharge finale à Badlabou. Il y a une décharge finale à Moutoula. Mais comment on appelle la montagne là? Parce que même on déverse, même les ordures de la commune 4 là, tout est déversé en commune 5 là, sur la montagne. La décharge de la montagne là. Et comment on l'appelle? C'est devenu une décharge finale là. Non, mais en fait, de fait, oui, mais sinon, elle n'en a pas une. Ah bon, on l'appelle comment alors? D'abord, ce ravin là. C'est un ravin qui appartient à quelqu'un. Quelqu'un a un titre là-dessus. Ouais. Donc, c'est une occasion. Le propriétaire a demandé d'amener les ordures là pour remblayer son ravin. Une fois que c'est remblayé, ça devient. Il va exploiter son titre. Ouais. Mais donc, les ordures ne doivent pas être là. D'accord. Parce que ce n'est pas une décharge finale. Mais ça le demeure. De fait. D'accord. Maintenant, nous, on veut les solutions. Et on veut les solutions tout de suite, vraiment. Les solutions, les citoyens le demandent. Oui, les solutions, je vous l'ai dit. Oui. Parce que cette situation, depuis 2003, on ne devait pas être là. Et donc, c'est un héritage, un lourd héritage des nouvelles autorités actuelles. Donc, il va falloir corriger rapidement. D'accord. OK. Voilà. Et l'entretien des routes, c'est la compétence de qui? Par exemple, sur les ponts, vous voyez qui s'en occupe? Toujours vous?
il y a l'entretien routier. Oui. Effectivement, il y a une compétence. Mais malheureusement, à ce niveau... Le nettoyage, là. Ouais, non. Tout ce qui est assainissement incombe aux collectivités. D'accord. Tout ce qui est assainissement de la ville. Mais ça n'est pas compliqué de maintenir nous devons balayer nous devons balayer, nous, ça nous revient. On doit balayer. Ouais. Et tout cela, je dis, pose problème. Et il y a des appareils, des engins qui doivent être commandés pour balayer la rue, les rues de Bamako. Et c'est tout ça qui va arriver cette année. Tout cela va arriver. Vous allez vivre dans peu de temps. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Alors, mais la question de la transformation des déchets n'est pas à l'ordre du jour. C'est à l'ordre du jour. C'est à l'ordre du jour. Il faut qu'on y aille. Si on ne transforme pas les idées, les ordures, c'est toujours bonjour les problèmes. Il faut transformer les ordures. Mais malheureusement, on a pris du temps, on a gaspillé le temps et voilà pourquoi on est rattrapé par le temps. Et aujourd'hui, la population de Bamako, aujourd'hui, nous sommes à près de un peu plus de 4 millions d'habitants aujourd'hui. Tout le monde est venu pratiquement à Bamako. Donc, cela a augmenté la quantité de production des déchets et notre capacité d'évacuation augmente. Et ensuite, la population qui est un acteur également, qui doit payer la taxe de voirie, ne le fait pas. On ne paye pas les taxes de voirie. Les gens sont exigeants, mais ils ne payent pas les taxes. Ouais, on allait vous poser justement cette question, l'État qui doit financer la taxe de voirie, quel est le rôle des populations? Voilà, la taxe de voirie doit permettre de financer l'évacuation des déchets de transit vers la décharge finale. Peut-être que les populations ne le savent pas. Ils le savent. C'est quoi la taxe de voirie? Et la taxe de voirie, c'est 3 000 francs par personne. C'est que vous appelez la TDRL? Non. Ça, c'est la taxe de développement local et régional. C'est différent. Ah ben, expliquez, vous voyez, il y a la taxe de voirie. Il y a la taxe de voirie. Comment il n'y a pas une confusion. La taxe de voirie où? Les communes le disent à toutes les assemblées, à toutes les rencontres. Les familles, les gens sont informés. Mais il y a un incivisme caractérisé à Bamako. Oui, d'accord. Mais il y a une réalité. Expliquez aux gens. Ils vont comprendre peut-être. Expliquez-nous. Et c'est vous qui allez nous aider. C'est vous les journalistes. Justement, c'est pour on vous pose la question de savoir c'est quoi la taxe de voirie qui doit payer. Parce que quand on prend par exemple le cas de la TDRL, il y a certaines catégories de citoyens qui ne payent pas. Voilà. La taxe de voirie. Si vous n'expliquez pas aux gens, mais ils ne comprendront pas. S'ils ne comprennent pas, mais vous n'aurez pas la réaction positive de leur part. Merci bien, monsieur le journaliste. C'est vous qui devez nous aider. Ouais. Dans la sensibilisation et dans l'information. Mais voilà pourquoi vous êtes l'invité de ce plateau de Actu Hebdo de l'ORTM. Merci bien. Et la voirie, la taxe de voirie, c'est-à-dire les ordures, chacun doit payer. Chacun, c'est qui? Chaque famille ou chacun? Chacun doit payer parce que chacun produit de l'ordure. Okay. Nous produisons chacun des ordures. Donc, ce n'est pas comme la TDRL, il n'y a pas de catégorie. Non. Chacun doit payer. Chaque citoyen. Chaque citoyen doit payer 3 000 francs par an. Quand vous êtes en commune 4, vous venez à la mairie, vous devez payer 3 000 francs. Et aujourd'hui, avec 3 000 francs, c'est par an. 3 000 francs à raison de 4 millions de Maliens, c'est combien? Ça fait beaucoup. Près de 12 milliards. Oui. Si on a 12 milliards aujourd'hui, les problèmes sont pratiquement réglés à moitié. D'accord. Mais malheureusement, les gens ne payent pas, mais ils sont exigeants. Et vous avez cherché à comprendre pourquoi ils ne payent pas? Mais c'est de l'incivisme. Refuser de payer l'impôt quand on le sait, vous l'appelez comment, monsieur le journaliste? D'accord. C'est de l'incivisme. Ben, il n'y a pas d'autre moyen pour obliger un peu, parce qu'il y a le bâton et la carotte. Justement, c'est cela qu'il faut. Il faut aller à ça. Vous devez avoir des mécanismes aussi. Chacun doit avoir son rôle à jouer. Non seulement nous, on doit avoir des mécanismes, et la prise de conscience doit se faire au niveau de la population. Vous vivez à Bamako, vous avez des commodités, vous circulez sur les goudrons et les routes, mais vous ne voulez pas payer de l'argent, les taxes. Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Il faut que chacun s'assume. Jeter la pierre aux autorités, c'est bien. Mais encore, il faut dire que vous-même, vous acquittez de vos devoirs. Donc, il y a tous ces problèmes-là, mis bout à bout, cela fait que ça devient compliqué. Et il s'agit pour nous tous, vous la presse, nous les autorités et la population, qu'on se donne la main. Et ensemble, que chacun joue son rôle. Et pour qu'on sorte de tout ça. Sinon, Bamako, il va être difficile aujourd'hui qu'on en vienne à bout. Vous voyez, et l'État a choisi une stratégie, une méthode et une politique. On donne les maisons aux gens. Égale l'ACI. L'ACI, pourquoi les maisons de l'ACI coûtent cher? Parce que tout simplement, on amène l'eau, le goudron, on amène l'électricité,
Et c'est pourquoi la parcelle coûte cher. Mais les quartiers de la périphérie de Bamako, on vient s'installer, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de caniveau. Et c'est un choix qu'on a fait, niveau d'aménagement zéro. Et c'est ce qui, pour que la parcelle coûte moins cher et qu'elle soit accessible à tous. Et c'est le choix que l'État a fait. Oui, même... Mais si l'État fait ce choix, c'est bonjour les problèmes. Il faut accepter. Il n'y a pas de caniveau. Les populations sont là sans caniveau. À qui la faute? Maintenant, il dit que... pourquoi ça allait bien avec les mêmes mécanismes, avec la même structuration de ça la allait ville, bien quand? avec les... Quand? Ben, on a dit Bamako était là. Mais il y avait combien de... Ça s'est fait en quelle année? Bamako, il y avait combien de gens à Bamako à l'époque? Oui, mais... Les choses ont changé. Non, on n'est pas... Ce n'est plus la même population, Non. ce n'est plus le même incivisme. On ne peut pas être d'accord sur ça. Quand il y a 10 personnes génèrent les déchets à la taille de 10 personnes et trouvent les moyens de gérer les déchets de 10 personnes. Vous êtes 1 million de personnes, c'est pareil. C'est toujours par rapport à la taille de la population. On ne peut pas dire qu'on est devenu aujourd'hui 20 millions, qu'on n'a pas les moyens de... Non, la population avant où il n'y a pas de prospective. Il n'y a pas, ce n'est pas parce que ce n'est pas les moyens. Je n'ai pas dit que ce n'est pas parce qu'on n'a pas les moyens. J'ai dénoncé l'incivisme. Voilà. Et l'incivisme aujourd'hui que nous vivons, on ne vivait pas le même incivisme à l'indépendance. Hein. Donc, on a laissé faire. Non, à l'indépendance, on ne vivait pas comme ça. Voilà. On a laissé faire, c'est très facile d'accuser les autorités. Hein. Non. Vous ne pouvez pas faire le Mali sans les Maliens. Non, ce n'est pas... Quand on dit on a laissé faire, voilà. C'est l'ensemble. Donc, il s'agit... Tout le monde, le système. Voilà pourquoi on parle de Mali Koura. Nous, les autorités, nous avons notre part de responsabilité. C'est vrai. Et la population également a sa part de responsabilité. Absolument. Mais qu'on arrête de se jeter la pierre. Que chacun joue sa partition. Sinon, on ne s'en sortira pas. Donc moi, je pense que essayons de voir, de gagner du temps et de faire confiance en ces autorités-là. L'opportunité qu'ils nous donnent aujourd'hui en tant qu'autorité. Je ne le dis pas pour flatter qui que ce soit. Hein. C'est des faits que je vis avec les autorités actuelles. D'accord. Je suis le deuxième adjoint chargé de l'assainissement de la ville. Et je suis avec ces autorités-là au quotidien pour faire face à cette situation qui n'honore personne. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, et la presse, nous devons tous redoubler d'ardeur. Vous, dans la sensibilisation, dans l'information, et nous, et dans la rigueur, pour aller chercher les taxes, et la population également, dans son civisme, pour une prise de conscience, pour qu'ensemble, on se donne la main et paye les taxes. D'accord. Si chacun joue son rôle, ça ne sera qu'un pied sur des... D'accord. Voilà. Mais quand même, le premier responsable, c'est vous. Je suis d'accord. Ok. Voilà. Si le journal est mal fait, on ne va pas dire c'est le citoyen, on dit c'est l'ORTM. Et pourtant, vous n'avez pas votre part là-dedans. Voilà. Mais on va se mettre ensemble pour vous accompagner. Merci bien, monsieur. Alors, on va passer au deuxième sujet. Et c'est le lancement, hier samedi, de l'initiative entrepreneuriale qui s'appelle Programme 1 kg de riz à 100 francs CFA avant 2030. Absolument. Très bonne nouvelle. C'est une initiative de femmes entrepreneurs. Elles sont soutenues par le programme américain Yes Inc. à travers le fonds d'intelligence agricole Bitikini. Elle vise à promouvoir la transformation des produits made in Mali, mais singulièrement le riz. Voilà. Monsieur Kalilou Dama, chacun apporte sa pierre dans l'édification nationale. Vous avez trouvé cette formule et de vendre 1 kilo de riz à 100 francs aux Maliens et partout au Mali, c'est possible. Pourquoi d'abord le riz? Absolument. Parce qu'il s'agit de l'habitude culinaire, notamment en milieu urbain, alors qui est en train de se déporter aussi en milieu rural. D'accord. Parce que je me rappelle, quand nous on était enfants, on ne vivait que des taux de déguets dans notre contrée. Et maintenant, quand je rends visite là-bas, on m'accueille les matins avec du pain. Et à midi, c'est le riz. Les habitudes alimentaires changent. Les habitudes alimentaires changent. D'accord. Alors partout maintenant, on mange les riz. Alors parce qu'on mange les riz, il faut faire en sorte que la production du riz soit encore plus améliorée. Alors actuellement, vous savez combien de quantité de riz nous produisons nous-mêmes? Nous avons cette fierté-là. Nous sommes très honorés d'avoir appris les statistiques, alors que de façon synthétique, on fait du Mali, par rapport à la dernière campagne, le deuxième plus grand producteur de riz. Ça, c'est ce qui est très impressionnant. Parlez-nous-en.
Voilà, c'est la production. C'est très très impressionnant. Alors, mais c'est impressionnant, cette impression est d'autant plus... Non, nous produisons combien de tonnes de kilos de riz au Mali actuellement, et quels sont les besoins? Alors, les besoins vont dans l'ordre des millions de tonnes, alors que nous produisons à peu près 500 000 à ce jour. Alors, il s'agit encore d'aller vers une amplification. Une amplification de telle sorte que cette amplification joue un peu sur le coût des intrants. Parce qu'en fait, il y a une question de maîtrise des intrants. Parce que beaucoup de gens nous posent la question, ah, Dama, vous êtes en train de parler de cette problématique des riz. Nous sommes les plus grands producteurs. Et pourtant, nous n'avons pas accès au riz. Alors, on ne peut pas avoir accès au riz parce que ce qui rentre dans la production des riz ne vous appartiennent pas. Alors, vous ne maîtrisez rien de tout ça. Vous allez pouvoir vendre le kilo de riz à 100 francs avant 2030? Alors, il s'agit de faire en sorte qu'à travers cette hausse de productivité, de faire en sorte que chacun se dote de moyens de pouvoir aller vers la production. Voilà, afin de pouvoir soutenir ce qui est déjà aménagé. Alors, l'expertise à la matière va amener chacun non seulement à faire la production à son propre niveau, alors notamment encourager l'agriculture urbaine, ce qui est négligé chez nous. Monsieur le maire venait de parler tantôt de la forte migration urbaine. En fait, tout le monde est en train de se retrouver à Bamako. Mais, alors, si vous vous retrouvez à Bamako, à Mopti ou à Ségou, alors produisez à Mopti ou à Bamako, à Ségou. Faites de Mopti ou de Bamako à Ségou et Ségou des zones de production. Vous ne pouvez pas migrer à Bamako, Mopti et Ségou et aller vous focaliser encore sur la maigre production de la zone que vous avez quittée. Alors, ce qui est important, faire en sorte que là où vous partez, vous commencez à produire. Et pour cela, il faut de l'expertise. Parce qu'on dit, si on est en ville... Vous venez avec l'idée, vous venez avec l'expertise. C'est ce que vous allez enseigner aux autres. Absolument. Et par quel mécanisme? Comment? À présent, ce n'est pas clair. On ne voit pas le processus qui va nous amener à partir d'aujourd'hui jusqu'à avant 2030 et vers la vente du kilo de riz à 100 francs CFA. C'est quoi? Vous allez organiser les citoyens par groupe d'agriculteurs périurbains, ou bien comment ça se passe? Vous avez dit qu'il faut développer... Alors justement, en ce qui concerne donc l'augmentation de la productivité rizicole, il s'agit donc d'amener les gens, chacun, à comprendre que chacun peut produire le riz. Et cette expertise, nous en disposons. Et d'ailleurs, toute la semaine du 9 au 14... Vous pouvez transformer monsieur le maire en agriculteur. Justement, du 9 au 14, nous n'avons fait que ça à travers l'Académie de l'entrepreneuriat sur site. Alors, ce qui a fait en sorte qu'un challenge tout de suite est né sur le terrain, de telle sorte que les femmes ont pris l'engagement à l'occasion du mois de la femme, du mois de mars. Le 25 mars, les femmes ont donné rendez-vous à la population et de venir découvrir le premier champ d'application rizicole qui sera mis sur site pour faire comprendre que partout on peut produire des riz. Donc, ça veut dire qu'il s'agit d'avoir une vulgarisation de cette connaissance-là que nous avons pu acquérir depuis 2014. Parce qu'en fait, ce n'est pas une initiative qui est partie spontanément. Nous avons eu la chance d'animer une conférence à la Nouvelle-Orléans, c'était en 2014, par rapport à l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes. Et à partir de là, l'idée a germé. Alors, il fallait mettre en place tous les mécanismes afin de comprendre un peu qu'est-ce qui peut être fait. Alors, qui vous accompagne? Voilà, qui vous accompagne? Qu'est-ce qui peut être fait et avec qui? Où se situe le problème? Pourquoi l'Afrique est en situation de ressources et pourtant la question de l'autonomisation alimentaire est un problème crucial et que les femmes et les jeunes dont il s'agit sont ceux qui souffrent le plus et qui génèrent une situation catastrophique, dramatique qui se réalise malheureusement par même des déperditions en mer, etc. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord voir qu'est-ce qu'il faut mettre en place en termes d'expertise. Il faut faire des études. Alors, mettre les moyens à partir de là. Alors, vous allez faire des évaluations, vous allez faire des études, vous allez... C'est déjà fait. Justement, c'est déjà fait. Alors, vous êtes à un niveau... C'est ce qui a commencé en 2016. Vous êtes à un niveau opérationnel. Ah oui, justement. C'est ce qui a commencé en 2016 et qui a pris fin en 2022. Alors, en fait, il y a eu 7 ans d'études pour voir comment ça peut se réaliser que tout le monde mange à sa faim. Alors, vous avez déjà commencé. Où se trouvent vos premières expériences pilotes?
Alors, les premières expériences pilotes sont à mettre en œuvre dès cette saison. Alors, nous avons fait l'embryon dans le district de Bamako, dans la zone de Wélé-Sébougou et dans les Ouassolo. Avec combien de personnes? Avec un effectif de près de 1500 jeunes et femmes. Alors, qui sont des localités, des mêmes localités. Quelle superficie? Alors, les superficies dépendent des disponibilités des citoyens qui se sont engagés par rapport à ça. Alors, par rapport à ça. Mais comment vous allez faire des prévisions de production? Alors, il ne s'agit pas d'aller faire des statistiques qui ne vont pas répondre. Non. Nous ne rentrons pas dans ça, justement. C'est ça l'erreur. Monsieur le maire vient de vous parler. Mais ça va ressembler à un pilotage à vie. Non, ce n'est pas un pilotage. Il ne s'agit pas d'un pilotage à vie. Non, parce que nous savons ce que ça va produire. Mais il ne s'agit pas d'aller imposer aux gens. Vous devez. Non. Il s'agit de faire en sorte que vous êtes en disponibilité. Nous vous dotons en moyens. Nous vous dotons en intelligence par rapport à ce que vous pouvez faire. Et maintenant, allez-y faire ce que vous pouvez faire. Il y a une évaluation. À partir de cette évaluation, vous êtes le motivateur des autres. Par rapport à ce qu'eux aussi ils peuvent faire. Nous avons 7 ans pour se faire. Ça, c'est par rapport au riz. Vous venez avec... ok, allez-y. Alors, ça, en fait, parce que nous ne sommes pas focalisés, contrairement à ce qu'on pense. Mais on veut être... Nous ne sommes pas focalisés sur le riz. Non, nous ne sommes pas focalisés sur le riz. Pourquoi? On a dit, parce que les habitudes, parce que les habitudes alimentaires... On a dit singulièrement le riz. Merci. D'accord. Les habitudes alimentaires étant focalisées sur le riz, il ne faut pas aller dire aux gens, non, arrêtez de manger le riz. Allez-y manger le taux. Non, il ne s'agit pas de faire ça. Il s'agit de les rassurer, de rassurer tout le monde. Vous allez continuer à manger le riz. Oui. Mais comment vous allez pouvoir continuer à manger le riz? D'accord, on va faire en sorte que vous ayez accès au riz à un coût plus raisonnable. Mais, simultanément, on va faire en sorte que vous allez contribuer à l'augmentation de la production, mais on va vous montrer aussi que ce que vous avez abandonné, parce qu'il y a une production nationale, il y a une production nationale d'autres denrées qui sont négligés, notamment les autres céréales que nous avons abandonnées, soit parce qu'il y a la mauvaise information, soit parce qu'il y a la mauvaise sensibilisation. Alors les gens vous diront banalement aujourd'hui qu'il vaut mieux aller préparer les riz à la maison. Nous on aime le taux, mais le taux va nous coûter jusqu'à 10 000 francs. Par exemple, nous faisons beaucoup de débats avec les femmes. On dit non, le taux ne coûte pas 10 000 francs. Vous êtes en train de faire autre chose que le taux. Et vous avez perdu l'habitude de préparation du taux. Donc, n'allez pas dire à ces gens-là tout de suite de laisser la consommation du riz pour aller vers le taux. Non. Donc, on les rassure. Vous allez continuer à manger les riz. Mais comment? En ayant encore plus accès au riz. Parlons du cas du riz. Oui. Et concentrons-nous sur les zones sur les zones pilotes. Vous avez dit zone de Wélé-Sébougou, voilà, du Ouassolo. Voilà, et l'aire urbaine. On ne peut pas faire une évaluation de l'espace concerné pour l'instant, mais qu'à cela ne tienne, vous avez dit que vous êtes déjà opérationnel. Absolument. Alors, les premières productions vont sortir quand? Alors, les premières productions sont déjà sorties. Nous avons fait nous avons engagé d'abord les entrepreneurs parce que c'est une initiative entrepreneuriale. C'est les entrepreneurs même qui font la chose. Parce qu'en fait, toute cette question de spéculation autour des riz, etc., c'est quand ça concerne les entrepreneurs. Il faut donc rassurer les gens qu'en fait, nous ne sommes pas des spéculateurs, mais nous sommes dans un monde entrepreneurial et que les conditions sont que nous ne maîtrisons pas les choses. Il faut aller vers la maîtrise. Alors, c'est pourquoi, en termes de champs pilotes, nous avons fait des champs pilotes déjà au cours de cette saison. Par un champ de 2 hectares qui a été exploité par un entrepreneur, alors qui a pu produire 2 tonnes. Il a investi combien dedans? Alors, pour pouvoir vendre le kilo à 100 francs. Alors, non, il ne s'agit pas de vendre d'abord le kilo à 100 francs. Il s'agit de produire votre propre consommation. Nous sommes sur ce terrain-là. Okay. Alors, le terrain, c'est que si vous pouvez contribuer à la production de votre consommation. Parce que pour les gens, nous pouvons produire le riz dans l'Afrique du Niger. Mais nous avons de l'expertise pour démontrer qu'à l'ORTM ici, on peut produire le riz. D'accord. Voilà. Okay. Alors, il s'agit de contribuer à votre propre besoin alimentaire en termes de production de riz. Okay. Dans votre potager, un peu partout, ça va jouer sur le kilo. De telle sorte que la disponibilité actuelle là va quand même être acquis à des prix raisonnables. La stratégie. Voilà, alors on va revenir vers Monsieur le maire. Vous avez parlé par exemple de la taxe de voirie. J'ai évoqué des passages également le cas de la TDRL. Comment vous pouvez recevoir les taxes? On peut faire payer les taxes aux citoyens si les quittances ne sont pas disponibles. Bon. Il paraît que ce n'est pas encore disponible. Bon, la logique aurait voulu un bon citoyen
que vous alliez à la mairie et il y a les comptables qui sont là-bas où on paye les TDRL. Vous devez pouvoir vous déplacer pour aller payer vos impôts et vos taxes. Ok. Ça, c'est le bon citoyen. Ça, c'est la règle veut que ça se passe comme ça. Les bons citoyens. Mais malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Ok. Mais peut-être que les citoyens ne sont pas aussi très rassurés sur la destination que prend leur cotisation. Je n'ai pas compris. Ils ne savent pas de quoi sera fait sa cotisation. On ne fait pas de redevabilité. Cela également... On ne fait pas de comptes rendus. Moi, je pense que c'est un argument qui ne tient pas la route. Ce n'est pas suffisant. Si on ne me dit pas à la fin de l'année qu'est-ce qu'on a fait de mon argent, mais je peux être... Le citoyen n'a pas d'excuse quand on ne paye pas ses impôts. Oui. L'État est organisé. Est-ce que l'élu a des excuses s'il ne rend pas compte aux citoyens pour lui dire ce qu'il a fait de son argent? L'élu rend compte. Nous sommes dans un État organisé. Les élus ont leurs compétences et il y a des contrôles que l'État fait sur les élus. D'accord. Pourquoi le citoyen ne peut pas faire confiance aux structures de contrôle de l'État? Et cela n'est pas une excuse pour ne pas payer ses impôts. Chaque année, les maires font des assemblées générales dans leur commune. On fait des avis et on passe des communiqués partout. Mais combien de gens se présentent? Maintenant, est-ce qu'il ne serait pas bon, comme par exemple à l'image de la mairie de la commune 5 qui a commencé à digitaliser le secteur du paiement de la TDRL et toutes les autres taxes. Maintenant, on le fait directement. Il n'y a pas de risque de perdition. Tout est clair. Bon, je suis de la commune 5, je sais ce qui se passe. Même là encore, ce n'est pas sans problème. Ça, ce n'est pas efficace? Non, je n'ai pas dit que ce n'est pas efficace. Mais c'est plus sûr, c'est plus garanti. Il y a des gens qui se lèvent contre ça. Pourquoi? Le maire a des problèmes aujourd'hui. Mais pourquoi on se lève contre ça? Mais ce n'est pas une bonne formule? Non. Je vais vous dire ceci. Il faut que les citoyens, s'acquittent de ses impôts, de ses taxes. Oui, mais il faut rassurer les citoyens. Ils sont rassurés. On ne peut pas faire le pays sans eux. C'est-à-dire quand quelqu'un refuse de payer son impôt, vous voulez faire quoi? Si ce n'est la sanction. Oui, mais sanctionner. C'est des mauvais citoyens qui ne veulent pas payer leurs taxes et leurs impôts. Ils cherchent des faux fuyants, des excuses. Il n'y a pas d'excuses. Oui, vous devez payer vos taxes. C'est la loi. Est-ce que ce n'est pas une méthode vertueuse d'élargir ce paiement électronique là? Ce n'est pas pour rien qu'on a décentralisé. C'est vous qui élisez votre maire. C'est la décentralisation. Et le salut de ce pays-là, à mon avis, c'est de là. Si vous élisez des gens qui viennent, c'est vous qui les avez mis en place, ils disent venez payer et vous ne payez pas. À qui allez-vous faire confiance en plus? C'est des mauvais citoyens. Et la solution, c'est la sanction. Et l'État, c'est pourquoi je dis, l'État doit nous aider à aller à la sanction. Sinon, moi je ne vois pas de solution. On fait des assemblées, on vous invite, vous ne venez pas. Vous ne payez pas non plus les taxes. Et vous êtes encore exigeant. Mais qu'est-ce qu'on fait? Donc tout le problème, c'est les citoyens. C'est la population. En partie. Ils ont leur responsabilité, comme nous, on a la nôtre. Si nous, on ne rend pas compte... Votre responsabilité, c'est laquelle? Notre responsabilité, c'est de faire respecter la loi et de développer la localité qui nous a élus. Et de rendre compte. Jouer la transparence. Si on ne rend pas compte, les structures de contrôle de l'État nous paieront cher, parce qu'elles sont là. Il faut que les citoyens aient confiance en ces structures de contrôle. Pour payer ces taxes. Ok, d'accord. Alors, je voudrais déjà confirmer... On est presque à la fin de l'émission. Mais posez votre question. Voilà, je voudrais confirmer que les citoyens ont des efforts à faire. C'est pourquoi nous, dans toutes nos approches, nous sommes plutôt concentrés sur les choses. L'État fait beaucoup de choses. L'État a mis en place les politiques, les moyens sont là en fait. C'est dans ces cadres même que c'est ce qui justifie d'ailleurs, nous, notre programme décennal d'incubateur d'entreprise pour les femmes et les jeunes. Parce qu'en fait, il s'agit d'agir à ce niveau-là. Il y a tellement de fonds, par exemple, par rapport à ces... Nous venons de créer encore le fonds d'intelligence agricole, qui est doté de 100 millions de dollars. Ça fait 50 milliards de francs CFA. L'argent est là. L'argent est là, mais tant que les gens ne sont pas préparés pour ça, alors c'est des difficultés. C'est des difficultés. Donc l'État doit être accompagné par tous les acteurs, tous les partenaires
Hein, alors pour que cette sensibilisation, cette D'accord. préparation soit faite au niveau des populations. Alors, monsieur le maire, on va revenir à Numumbougou. Vous étiez là-bas l'autre jour avec une délégation ministérielle. Et toutes les voies sont bien tracées maintenant pour aboutir à quelque chose de bien pour l'ensemble des populations. Mais en attendant, échéance décembre 2023, et comment ça va se passer avec l'environnement des populations là-bas? Parce que vraiment, il paraît que ça ne va pas du tout. La fumée qui s'y dégage Oui, et toutes les autres nuisances. Nous sommes avec le maire de Tienfala. On va les vivre jusqu'en décembre. Non, 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 pas du tout. Non, 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 le ministre a été très clair, nous étions là tous. Des instructions fermes ont été données pour éteindre le feu. D'accord. Et ce feu-là, aux informations, aux dernières nouvelles que j'ai aujourd'hui, le feu l'a éteint. Ah bon? Ça, sinon, on aurait appris sur les montagnes de Badalabou que quand il y a un feu là-bas, il faut attendre l'hivernage. Non, bon, en tout cas, par rapport à Numumbougou, des instructions fermes ont été données par le ministre pour éteindre le feu. D'accord. Donc, c'est pour vous dire, le ministre suit. Même mercredi, on sera en réunion avec le ministre pour faire l'évaluation. Ok. Il va demander ce qui s'est passé. D'accord. Donc, c'est pour dire qu'à Numumbougou, il faut être rassuré. Les problèmes, ce n'est pas automatique qu'on va les régler tout de suite, du jour au lendemain, mais nous les avons attaqués. Et ils vont être réglés. Parce que c'est des problèmes qu'on a accumulés pendant des années. Alors, et les dépôts de transit de l'affaire beaucoup par Le dépôt de transit, je dis, le vendredi, le ministre des Finances a été formel, a été ferme. Des instructions seront données pour commencer à les enlever dès la semaine prochaine. D'accord. Et colline de Badalabougou? La colline de Badalabougou, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il va être difficile d'évacuer à totalité parce qu'il s'agit de remplir le ravin. C'est rempli déjà? Non, non, tout n'est pas rempli. Non, c'est complètement rempli. Non, je suis passé par là-bas. Mais moi aussi, je suis passé. Jusqu'à présent, les GIE amènent les ordures là-bas. Jusqu'à présent. Et les GIE de la commune 5 amènent les ordures là-bas. On les voit tous les jours. Je suis passé là-bas. Donc là-bas encore, je dis, la solution, il faut passer dans un mois voir. Vous allez voir ce qui va se passer. Ah bon? Ah ben c'est les bonnes nouvelles, on est chasse que cela. Voilà. Oui, ça c'est très bonnes nouvelles. Passez dans un mois. Ok. Ça et à la Fiabougou et là-bas, vous allez voir. D'accord. Ce que j'ai dit par rapport à ces structures-là, vous allez vérifier. Ok. Voilà. Alors, leur thème est là, on va les vérifier. Et puis, on va vous inviter sur le plateau. Invitez-moi, on va venir. D'accord, ok. Ah ben, ça a été un plaisir pour nous, mais si vous avez quelque chose à boucler encore, pour boucler cette partie, tout en rassurant les populations. Je ne peux pas quitter ici sans vraiment remercier les plus hautes autorités de la transition. D'accord. En tant qu'élu, c'est pour la première fois que je vois un État engagé aux côtés des collectivités dans le cadre de l'assainissement. D'accord. Et c'est l'occasion pour moi ici, surtout notre ministre de tutelle. D'accord. Vraiment, le remercier. Le travail n'est pas fini. Mais encore, il faudrait que les gens le sachent, que nous avons le premier partenaire qui est l'État, qui a pris le taureau par les cornes, et nous informons la population que la mobilisation qu'il est en train de faire, il a sollicité, il a lancé un cri d'art, il a amené et il a demandé à toutes les bonnes volontés d'intervenir, de l'aider. Et je renouvelle cet appel-là en son nom et demander à toutes les bonnes volontés d'intervenir parce qu'aujourd'hui, l'État n'a pas suffisamment les moyens. D'accord. Donc, ensemble, donnons-nous la main pour que Bamako soit vraiment la coquette de demain. Si l'État n'a pas beaucoup de moyens, faites appel également au privé. Justement, c'est cet appel qui est fait. D'accord, ok. Les privés ont entendu. Les privés, ils nous ont aidés pendant les fêtes de fin d'année. Hein. Okay, ils sont venus dans la salubrité. Ils nous ont beaucoup aidés. Ok, d'accord. Et cela est dû à l'appel que les autorités ont lancé. Et nous, en tout cas, en tant que collectivité, nous sommes en train de bénéficier de l'accompagnement de l'État. Merci à vous, M. Ibrahima Dioné, deuxième adjoint au maire du district de Bamako, chargé de l'assainissement. Merci à vous, M. Kalilou Dama, coordinateur Yes Inc. Mali. Merci à vous. Kilo de riz, c'est maintenant à 550 francs. Vous allez ramener à 100 francs. D'ici 2030. D'ici 2030. D'ici 2030. Ah, d'ici 2030. Et la souveraineté alimentaire sera une réalité. Merci à vous. Merci. Ok, tout à l'heure, le journal de 13h, c'est présentation de Abibatou Kouyan Djakité. Prochain rendez-vous avec Actu Hebdo, dimanche prochain, le canal 12-13. Excellent après-midi dominical de télévision sur l'ORTM. Merci beaucoup. Merci bien.